Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la dernière partie de cette 99e semaine sociale du MOC. C'est la partie finale de notre semaine sociale et qui comptera sur deux interventions. D'abord, l'intervention de Marc Mascalque et ensuite celle de notre présidente pour les conclusions. Alors, tout d'abord, il y aura une présentation d'une quarantaine de minutes de la part de Marc. Ensuite, il y aura un temps de débat et tout de suite après, il y aura les conclusions de la présidente. À toutes les personnes qui nous suivent, qui sont connectées et qui nous suivent, une prière, surtout de la part de mes collègues, posez des questions, faites des commentaires tout au long de la présentation de Marc et ne vous coincez pas aux 5 dernières minutes parce qu'après, quand mes collègues doivent restituer et venir présenter les questions, ils sont parfois obligés d'improviser. Donc, c'est une prière que je vous fais de leur part. Alors, Marc, donc, faut-il le présenter au MOC? Donc, il est philosophe, il est professeur à l'UC Louvain, où, par ailleurs, dirige le Centre de philosophie du droit. Puisqu'il n'est pas suffisamment occupé par ça, il est aussi vice-président de la fédération de Enocentre. Et, ça c'est plutôt à titre personnel, il est un des piliers de l'ISCO, il donne cours aussi à l'ISCO et le promeut aussi auprès de ses étudiants à l'université. Donc voilà, Marc, je te vois connecté et souriant, je te passe la parole et dans une demi-heure, je vais te signaler que tu as encore 10 minutes à disposition. Merci. Merci beaucoup, Mario, pour cet accueil et bonjour à tous. J'aurais voulu commencer, si c'est possible, par vous proposer une petite rétrospective, parce que ça me paraît important de vous situer par rapport aux différents échos que vous ne manquez pas vous-même d'indiquer, notamment aussi dans le bar virtuel que Jacques a eu la gentillesse de créer. Mais dans ce que j'ai entendu aujourd'hui et ce que j'ai pu découvrir d'hier, il m'a semblé, en tout cas en prenant les choses rétrospectivement, qu'il y avait d'abord une invitation, pour les prendre à partir de notre dernier ami intervenant, à essayer toujours de penser au-delà de nos localismes. Pour moi, ça signifie pas simplement essayer de s'informer de ce qui se passe dans d'autres pays, d'entrer dans des considérations géostratégiques complexes, mais se dire qu'on ne voit jamais mieux nos luttes qu'à la mesure des luttes qui sont menées ailleurs et qu'à certains moments, on peut aussi arriver à relativiser nos conditions d'existence en les analysant à partir des conditions d'existence d'autres pays, d'autres réalités, d'autres souffrances. Et peut-être ça peut nous apprendre aussi à avoir une certaine modestie par rapport à nos exigences sociales et politiques, même si elles sont évidemment toutes toujours fondamentales. Et cette façon de procéder, elle peut nous aider. Plusieurs intervenants sont revenus là-dessus, et Léonore notamment, à ne jamais arrêter le travail dans la déconstruction de nos préjugés. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de stéréotypes que nous avons incorporés. On peut les énoncer à la manière du patriarcat, du sexisme et du racisme, mais je crois qu'aussi se demander si le suprématisme est exclusivement une maladie américaine, états-unienne, ou si, d'une certaine façon, un suprématisme ne continue pas à habiter nos manières de penser, y compris lorsque nous menons des actions à l'égard de ce que nous nommons parfois les plus vulnérables et les plus déshérités. C'est une façon libérale de poser le problème de l'action sociale, je vous le rappelle. Et un enjeu fondamental qu'avait souligné Adrien dans sa pratique concrète d'extension de l'action
et des méthodes de l'action syndicale. C'est ce qui était intéressant. Combien de fois ne sommes-nous pas revenus sur la nécessité d'un syndicalisme qui ne se limite pas au monde du travail, ce qui est évidemment son action fondamentale, mais qui s'étend comme une pratique sociale à différents registres de la société. C'est celui d'agir avec des minorités, d'agir avec tous ceux qui sont exclus des réseaux dans lesquels se construit une défense de l'accès aux libertés fondamentales. J'entends déjà peut-être parfois en écho dire c'est pas notre boulot, mais c'est peut-être là effectivement que commence réellement l'action collective. Non pas agir exclusivement avec ceux qui sont identifiés comme des bénéficiaires, voire comme des alliés, mais précisément agir au-delà des frontières avec ceux qui sont dans les difficultés les plus extrêmes. C'est donc, pour revenir au point de départ d'hier, notre ADN, recréer du lien, donc recréer aussi, je crois, de l'égalité. Recréer du lien, chez nous, c'est agir pour recréer de l'égalité. Mais, et c'est dans cette direction-là que j'aimerais essayer d'aller avec vous, cette façon d'agir pour recréer du lien et de l'égalité, elle ne se réduit pas à la dimension des acquis économiques dans un processus de lutte sociale. Ceux-ci, je l'espère, ne sont qu'un moyen, parce qu'en fait, recréer du lien, recréer de l'égalité, c'est recréer l'accès aux droits, c'est recréer l'accès à la dignité, c'est donc recréer fondamentalement la possibilité dans un espace social de s'émanciper. Et c'est cet ADN-là qui nous constitue en tant que mouvement social et qui nous permet alors d'interroger avec un critère fort l'accès à l'émancipation et à la dignité, ce qu'il en est aujourd'hui de l'état des politiques publiques. Notre mission fondamentale, elle est de créer un espace commun où effectivement des politiques de l'intérêt public sont menées en concertation avec les situations les plus difficiles pour le bien-être de tous. C'est là pour moi que se situe notre histoire en tant que mouvement ouvrier et en tant que mouvement social. Alors, par rapport à cette dynamique particulière, ce que je voudrais travailler avec vous va procéder en suivant cette logique que je viens de retracer avec vous et essayer tout simplement d'abord de partir d'ailleurs, de décaler notre regard sur nos réalités de proximité, entendre peut-être quelques éléments qui nous sont partagés par d'autres acteurs qui luttent comme nous pour plus de dignité, revenir à notre situation et essayer d'identifier pour moi ce qui en est actuellement le blocage fondamental du point de vue des stratégies d'un mouvement social et enfin essayer d'indiquer ce qui pourrait aujourd'hui être une direction fondamentale pour nous en tant qu'organisation sociale en mouvement ouvrier chrétien. Alors, ma position de décalage, elle va m'être offerte par une collègue, une amie, qui s'appelle Teresa Calvé, qui travaille à Belo Horizonte au Brésil et qu'on a invité cette année pour essayer de partager l'analyse sur la montée des populismes et en particulier ce qu'on appelle déjà les dégâts du bolsonarisme au Brésil. Et en travaillant avec elle, j'ai été frappé par la mobilisation qu'elle faisait d'une des figures marquantes de la Sciences Po nord-américaine, qui est Adam Przeworski. Et ce que met en évidence cet auteur dans le travail que propose Teresa Calvé, c'est de distinguer deux types de populisme et d'attirer notre attention sur le fait que c'est la convergence de ces deux types de populisme qui conduisent au bolsonarisme et au trumpisme, par exemple. Et donc, c'est important de comprendre en quoi deux mouvements sont susceptibles de travailler la société, mais que c'est au moment où ces deux mouvements se combinent que l'on bascule vers des possibilités d'extrémisme.
Alors, Przeworski, Teresa, distingue un populisme de délégation et un populisme de participation. Le populisme de délégation, c'est celui qui est tendu vers le rôle que va jouer un leader pour dégager des institutions existantes et rendre supposément le contrôle au peuple. C'est une phrase qui est très subtile. D'ailleurs, je vous ai mis une petite citation d'un de mes auteurs préférés, Donald Trump, quand il dit, vous voyez, qu'en est-il de notre mouvement? Bien, c'est de remplacer un establishment corrompu et défaillant pour mettre en place un nouveau gouvernement contrôlé par vous. Alors la phrase, elle est d'une subtilité extraordinaire, certainement pas écrite par Trump, parce qu'il s'agit bien, c'est là qu'on parle de populisme de délégation, comme avec Orban par exemple, ou avec d'autres populistes d'Europe actuelle, il s'agit bien de mettre en place un gouvernement. Il ne s'agit pas d'abandonner l'autorité au peuple, de courir dans tous les sens. Non, 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 non. Le gouvernement, vous le contrôlerez, mais nous mettons en place votre gouvernement. Et si vous nous soutenez, eh bien, nous allons vous apporter le gouvernement qui vous représente. Ça, c'est ce qu'on appelle le populisme de délégation. Toutes les personnes qui, quelles que soient leurs conditions sociales, dans ce qu'on appelle parfois à tort l'Amérique profonde, désignent effectivement quelqu'un comme Trump comme étant un leader potentiel, c'est précisément parce qu'ils voient en lui la capacité d'un type de gouvernement qui donne justice à leurs intérêts. Ils délèguent un pouvoir entre les mains de ce leader. À l'inverse, le populisme de participation, c'est celui, par exemple, bien entendu, des Gilets jaunes. C'est un populisme qui, lui, va vous promouvoir ce qu'on appelle techniquement le polycentrisme, c'est-à-dire des lieux de décision dispersés, la forumisation de la société, la concertation maximale avec des mécanismes de démocratie directe, pour donner à la justice sociale des masses l'écho le plus large, le plus fidèle possible dans des processus de décision qui, d'une certaine façon, vont devenir une puissance incontrôlable d'influence de ce qui va alors se traduire, grâce à cette participation, en un nouveau processus, c'est pas trop lequel, mais en un nouveau processus de décision. Ce qui est important, c'est de pouvoir participer pour faire entendre la démultiplication, la prolifération des revendications sociales dans toute leur diversité. Ce populisme de participation, ce n'est pas simplement à l'européenne la version de gauche. C'est la clé pour comprendre le rôle de l'évangélisme dans plusieurs des situations où les choses ont basculé en Amérique latine et aux États-Unis. L'évangélisme procède de ce populisme de participation. Il ne revendique qu'une chose, c'est d'avoir le droit de faire entendre ses propres revendications en fonction de ses propres intérêts dans sa spécificité confessionnelle. C'est au moment où convergent le militarisme bolzanien et l'évangélisme au Brésil que bascule le Brésil dans une puissance qui va vers l'extrémisme. C'est au moment où le suprématisme, l'ultranationalisme des groupes armés aux États-Unis se combinent avec le participationnisme évangéliste que la prise du Capitole se met en route. Ces deux éléments sont cruciaux pour comprendre le point possible de basculement des différentes situations politiques liées au populisme actuellement. Populisme de délégation et populisme de participation rencontrent des contextes où ils peuvent, à un moment déterminé, faire basculer la société dans l'extrémisme. Alors, une fois qu'on comprend cette situation, je crois qu'il est bon de revenir à notre contexte. Et c'est d'autant plus important, quel que soit le caractère anxiogène de ce qu'on vit aujourd'hui, de pouvoir déjà analyser ce qui se passe dans notre crise sanitaire
et ce qu'elle nous permet peut-être déjà de comprendre d'un contexte qui est favorable à la convergence des populismes de participation et des populismes de délégation. Le contexte est un contexte où les choses peuvent basculer. Parce qu'actuellement, nous sommes confrontés d'une façon radicale à l'impuissance de ce que j'appelle les politiques réformistes, c'est-à-dire les politiques qui nous dirigent depuis le début des années 80 et qui n'ont cessé de différer les processus de transformation des modes de production, par exemple, de façon à faire survivre une société qui est destructrice de la planète, de façon à faire survivre des industries polluantes au-delà de toutes les limites de ce qui peut être rationnel, parce que ce réformisme, dans son ADN, est fondamentalement incapable de remettre en question l'équilibre des intérêts dominants. Ce réformisme qui nous dirige depuis une cinquantaine d'années, ce réformisme aujourd'hui, il apparaît pour moi dans toutes ses limites face à la crise sanitaire. Même entre deux vagues, il n'est pas en mesure de réformer un système de santé pour valoriser les salaires des soignants d'un côté qui en bavent, et de l'autre côté, il est incapable de créer une forme de réserve institutionnelle pour améliorer la qualité des soins. Il est incapable de préparer en 3 ou 4 mois une réplique qu'il n'avait déjà pas été en mesure de préparer, alors que le risque pandémique, comme nous les apprennent les bons pandémiques qui avaient été mis à l'essai par le Fonds monétaire international, était clair depuis 2014, si je ne tiens même pas compte des discussions sur les bons pandémiques qui ont commencé à partir de 2011. Donc, au plan spéculatif, on était tout à fait clair sur le fait de le risque que l'on était en train de courir. Nous ne sommes pas préparés et notre réformisme s'avère incapable de transformer minimalement de façon efficace un système de santé entre deux vagues. De quoi est fait le réformisme auquel nous sommes confrontés pour le moment politiquement? Il est clair qu'il est devant vous, j'espère que ça vous parle. D'un côté, il y a une biopolitique des masses. Il n'y a plus besoin d'être un grand philosophe pour comprendre Michel Foucault, il suffit d'ouvrir sa télévision et vous avez du Foucault en direct. Biopolitique des masses, ça veut dire on a une politique de sauvegarde du patrimoine physico-génétique des personnes. On essaye de garder l'ensemble de la main-d'œuvre en état de travail, l'ensemble des contribuables en état de contribution, de façon à ce que ce cheptel, puisque c'est bien l'origine des vaccins ARN qui étaient surtout appréciés dans l'élevage de masse par les vétérinaires, eh bien, on a créé cette solution d'une biopolitique de masse. Et quand cette biopolitique de masse doit être soutenue, on la combine alors à ce que nous connaissons depuis longtemps, y compris dans le monde syndical, non plus à la gestion collective des risques, mais à l'individualisation des risques. Individualisation des responsabilités, c'est évidemment ce groupe d'individus qui a brisé sa bulle sanitaire, qui est la cause de la recrudescence des cas de contamination avec un nouveau variant. C'est évidemment ces individus inconscients qui ont fait une rêve partie à tel ou tel endroit. La responsabilité individuelle, le comportement civique, l'obéissance aux mesures sanitaires les plus irrationnelles qu'elles soient et les valeurs morales du sacrifice de profession qui ont tout investi pour essayer néanmoins de traverser cette crise sanitaire. De qui est-ce qu'on se fout? Le réformisme aujourd'hui apparaît dans son impuissance parce qu'il a deux leviers. Soit entretenir la santé du troupeau, soit culpabiliser les individus pour qu'ils obéissent à la politique de masse. C'est extraordinaire parce que au milieu de ces deux options, bien, il y a en fait tout l'espace de ce qui constitue l'action collective, la solidarité, la construction de la dignité humaine ensemble. Ce qui manque dans ce schéma, c'est tout simplement le fait que nous sommes
des créateurs d'anticipation à la condition d'interagir les uns avec les autres sans tomber dans les grandes solutions standards de masse, ni sans tomber dans l'individualisme. Le principe même de ce qui nous rend capables d'anticiper, il n'est ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans l'entre-deux des actions collectives. Voilà pourquoi le réformisme apparaît aujourd'hui enfin, peut-être, il est depuis des années, mais on en est moins conscient avec les questions environnementales qui nous tueront aussi bien que le vaccin, malheureusement. Le réformisme est une impuissance totale de réponse à la radicalité des défis devant lesquels nous sommes aujourd'hui. Voilà pourquoi il me semble qu'il faut réanalyser notre environnement social et notre environnement stratégico-politique d'une autre façon. Ce que je vous explique, il n'y a pas que moi qui ai fait ce constat. Parce qu'en fait, nous sommes déjà aujourd'hui confrontés à deux grands types de stratégies de sortie du réformisme. Deux grands courants au niveau régional européen et au niveau international, deux grands courants proposent des formes de sortie du réformisme. Le premier courant est celui qui opte pour une sortie autoritaire. Et à terme, c'est un courant qu'il ne faut pas minimiser parce qu'il peut profiter, on le sait, du populisme de délégation, mais en plus, il donne l'impression de mettre entre parenthèses, comme on vient de le faire depuis un an, les tergiversations démocratiques pour privilégier le gouvernement par décret, sans les médiations parlementaires, de façon à ce que l'on puisse prendre les mesures qui s'imposent. Vous imaginez bien que dans les années qui viennent, face aux questions environnementales, on ne pourra plus faire le coup du palais de justice de Bruxelles. Et de vous dire, pas de problème, l'environnement, on prend ça en main. En 2050, on y est. Comme ça, on sait bien que c'est le gouvernement suivant qui s'en occupera. La sortie autoritaire, elle dit basta à ce réformisme, nous devons agir tout de suite. Il est possible qu'à un moment donné, des mouvements environnementalistes conscients des difficultés auxquelles nous sommes confrontés puissent, à un moment, basculer vers la force potentielle de solutions autoritaires. Toutes les mesures par rapport aux migrants, le trumpisme et le bolsonarisme sont des exemples extraordinaires. Comment gérer la crise? Est-ce que nous n'avons pas besoin d'un pouvoir autoritaire pour gérer les réfugiés syriens qui se trouvent en Turquie? Il faut quand même arrêter de se moquer du monde et toujours dire que c'est les autres quand même. Donc nous avons déjà mis en place un certain nombre de solutions autoritaires, y compris sur notre propre territoire, si on le prend au plan régional. Les solutions autoritaires qui nous arrangent. Et par rapport à ça, bien, la réponse qui peut-être est la plus parlante pour nous, c'est Adrien qui a beaucoup parlé, mais en le combinant toujours intelligemment dans sa pratique avec la verticalité, mais qui a beaucoup parlé aussi de l'horizontalité. Et une autre forme de sortie, c'est de dire, bien, puisqu'effectivement, manifestement, le système n'arrive pas à s'auto-réformer, puisque le système dans lequel nous sommes nous emprisonne, puisque de toute façon il reproduit les intérêts dominants, puisqu'il continue à nous faire nettoyer les plages et les rivières alors qu'il y a 70% de la pollution qui vient d'une centaine de grandes entreprises, tout le monde le sait. Mais que se passe-t-il? Eh bien, une sortie communaliste. C'est-à-dire, essayons au moins, dans des territoires libérés, des îles de paix, si vous voulez, dans des territoires libérés, de recréer le monde que nous voudrions voir présent demain. Libérer des zones. On nous a rappelé le zapatisme tout à l'heure, on pourrait parler du zadisme. C'est ce que j'appelle la sortie communaliste. Elle est porteuse de solutions, mais dans des micro-laboratoires du quotidien. Et ces micro-laboratoires du quotidien, ils se déconnectent de la sortie autoritaire
parce qu'ils ont en commun le diagnostic que le réformisme s'affirme dans son impuissance. Il est de l'ordre de la répétition du blocage. Soit on en sort par des directives qui mettent entre parenthèses, en suspens peut-être, la démocratie, soit on recrée des micro-sociétés, des micro-laboratoires d'expérimentation de nouvelles solutions, en espérant qu'à terme, ces micro-solutions puissent se répandre. Il y a des Australiens à une époque qui ont appelé ça la nodal gouvernance. Ça devient des nodules qui contaminent l'ensemble du corps social à partir de la réussite locale dont ils sont porteurs. Je crois que ce mythe-là existe aussi en partie chez nous. Il a des côtés sympathiques. C'est une forme actuelle de sortie possible du réformisme. Il y a donc en tout cas deux formes majeures de sortie du réformisme. Mais pour venir à mon troisième élément, une fois que j'ai fini ce constat avec vous, le regard qui part de deux types de populisme qui préparent un basculement vers les extrêmes quand ils se combinent, populisme de délégation et populisme de participation, qui rencontrent un contexte favorable dans notre réalité actuelle à travers l'impuissance du réformisme qui se révèle à travers la crise sanitaire et où éclate ce milieu fécond de l'anticipation collective au profit de l'individualisme et des politiques de masse, qui favorise deux types de sorties par sa propre impuissance, c'est-à-dire qui va valoriser à la fois la sortie autoritaire et la sortie communaliste, dans ce contexte où au moins une leçon à retenir est que l'avenir ne sera plus au réformisme. Et qu'aujourd'hui, si nous devons nous positionner comme mouvement social, il est essentiel que s'il nous arrivait par hasard de réfléchir à des axes d'action stratégique collectif, ces axes, c'est pas ce qu'on y inscrit qui est important. C'est pas de savoir si tout ce qu'on fait déjà s'y trouve. Ce qui est important, c'est que ces axes soient des axes de sortie du réformisme. Qu'il faut pouvoir les construire de manière à ce que, dans chacun de ces axes, une connexion puisse être identifiée entre les particularités, les expériences locales, la proximité qui constitue notre force, aussi bien dans l'entreprise, aussi bien dans la réalité des femmes, aussi bien dans les réalités populaires, aussi bien auprès des jeunes, aussi bien auprès de certaines minorités, que cette proximité avec des publics qui vivent les contraintes de la société actuelle, que cet élément de proximité puisse se combiner avec de véritables cibles politiques. Un axe, c'est la combinaison d'une proximité et d'une cible. Chaque axe devrait pouvoir se définir de cette façon-là, avec la manière de progresser en fonction de cet axe. Car ce qui est le plus important, c'est moins les axes, puisque de toute façon, ils ont une certaine évidence via l'histoire de ce qu'est notre mouvement. Notre mouvement, il est quelque part, il a des axes d'action à travers la CSC, à travers les mutualités, à travers les équipes populaires, à travers Vie féminine, à travers la jeunesse ouvrière combative. C'est évident que ces axes existent. Mais comment les mettre en œuvre aujourd'hui? De façon, à ce qu'ils soient effectivement des sorties du réformisme, à ce que ces axes puissent combiner concrètement des activités, des actions de proximité et des cibles politiques, qu'ils soient le lieu d'une nouvelle forme de coopération entre nos organisations constitutives, qu'ils permettent d'entrer dans un véritable, alors je vais prendre un terme d'un monsieur qui s'appelle Hartog aujourd'hui, j'ai appelé ça un nouveau régime de temporalité. Lui parle de régime d'historicité, peu importe.
un nouveau régime de temporalité, parce que nous n'échapperons plus, et c'est ça le problème du réformisme, nous n'échapperons plus à l'urgence. Et le défi d'une nouvelle forme de coopération entre nos organisations constitutives, c'est de pouvoir nous inscrire démocratiquement dans un régime d'urgence, où effectivement, il y a une sortie du réformisme qui s'avère et qui est totalement incapable de gérer l'urgence, puisque sa technique fondamentale, c'est de différer l'urgence. Je peux vous parler comme Nivellois du RER, qui est une des solutions magnifiques pour contribuer à réduire l'asphyxie de Bruxelles. Ne vous en faites pas, c'est comme la gare de Mons, dans 30 ans, ce sera fini. Ce n'est pas possible. Nous avons fondamentalement besoin d'un régime d'urgence qui sauvegarde la démocratie en agissant de manière corrélative sur notre force de proximité, mais sur de véritables cibles politiques. C'est ça qu'il faut que nous parvenions aujourd'hui à décliner dans des axes. Et pour arriver à décliner ces axes, mes amis, à mon sens, à mon court terme, il n'y a qu'une chose dont nous avons absolument besoin. C'est un congrès de refondation. Notre mouvement, il a une histoire, il a un passif, il a construit et il a survécu comme acteur fondamental de la dignité des travailleurs, de la dignité des femmes, de la dignité des jeunes, de la dignité des milieux populaires. Il a cet ADN en lui-même. Mais nous sommes au XXIe siècle, face à des régimes d'urgence. Ceux qui ont entendu quand même l'exposé sur l'Amérique latine auront compris que dans les régimes d'urgence, s'imaginer que pactiser avec les intérêts dominants s'avère être une solution porteuse à moyen et long terme, ils sont dangereux. Aujourd'hui, cette optique, depuis certainement d'ailleurs le début des années 80, cette optique qui a été porteuse, certainement, sans aucun doute, pendant l'histoire forte de la société ouvriériste, industrielle, syndicaliste, basée sur la concertation sociale. Ce pari sur le pacte, sur les compromis, sur la concertation, ce pari, depuis 40 ans, il nous revient à la figure, dit poliment, il nous revient à la figure parce qu'aujourd'hui, il est le mécanisme dans lequel se sont engouffrés un certain nombre d'intérêts dominants qui fait que les écarts ont grandi de manière totalement exponentielle. Et d'impact, les autres, ils n'en ont rien à faire. Ils nous l'ont quand même bien prouvé. Il faut vous rappeler le pacte des pensions. Devant cette situation aujourd'hui, un régime d'urgence, quel est le sens de notre action comme mouvement? Nous devons refonder pourquoi nous voulons faire mouvement aujourd'hui. Et là, de nouveau, notre internationalisme est fondamental. Regardez à partir d'ailleurs, pitié, regardez à partir d'ailleurs notre réalité. Ne pas continuer à faire comme dans le cadre de la pandémie, à gérer une pandémie à partir de 30 000 km² avec le mouvement réformateur aux commandes. Refonder, c'est retrouver le sens de notre existence en tant que mouvement social, la redire collectivement. Il n'y a rien d'évident parce qu'aujourd'hui, nous devons entrer dans des régimes d'urgence. Et ces régimes d'urgence nous obligent à repenser la connexion que nous voulons faire entre le local et des cibles politiques. Comment faire mouvement? C'est aussi ce que nous devons redire ensemble. Faire mouvement, si vous voulez une formule qu'on pourrait développer longuement, pour moi, d'autres le savent, je partage aussi avec mon ami de longue date, c'est faire savoir et faire pouvoir. C'est-à-dire qu'il est plus important d'arriver à savoir chercher avec chaque acteur de terrain, avec chaque groupe,
avec chaque équipe syndicale, avec chaque groupe de femmes, avec chaque groupe de jeunes, avec chaque groupe d'équipes populaires, savoir chercher ensemble. C'est plus important que de chercher à savoir ce que les gens pensent entre nous et de leur faire raconter ce qu'ils ont entendu à gauche et à droite. Il y a quelque chose à construire. Et faire pouvoir, c'est casser ce qui nous définit encore aujourd'hui comme mouvement patriarcal, machiste, blanc. C'est arriver à dépasser cela. Et ça ne se dépasse pas. C'est comprendre, il faut quand même y arriver, j'espère. Je crois que nous en avons tous la capacité, que l'égalité ne résout pas tous les enjeux. L'égalité formelle ne résout pas le problème de la diversité, ne résout pas le problème de la parité. Notre mouvement aujourd'hui doit faire un pas. S'il veut être un mouvement effectif dans la société pour rendre accès à la dignité à ceux qui sont effectivement en attente d'une transformation de leurs conditions d'existence, ils doivent d'une manière ou d'une autre sortir de ce que Rita Segato, une autre amie brésilienne, appelle les structures élémentaires de la violence. Celles que nous sommes encore capables aujourd'hui de reproduire en tenant pour acquis notre position sociale. Refonder un mouvement, ce n'est pas dire qu'on a tout faux, c'est dire que parce que nous avons été ces acteurs liés à la promotion de la dignité des groupes populaires et à la dignité d'un projet démocratique, aujourd'hui, eh bien, nous sommes en capacité de redire le sens, la méthode et l'urgence de l'action solidaire. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation qui était, comme d'habitude, très stimulante. Mes collègues qui ont récolté les questions sont en train d'arriver. Donc, oui, ils sont en train d'arriver. Mais donc, voilà. J'allais poser une question, mais je laisse Anaïs et Julien. Ah, c'est Julien. OK. Je pose la première question ? Vas-y, Julien, merci. Voilà, et déjà bonjour à Marc, que je retrouve dans des circonstances un peu particulières. Oui, mais ça fait partie Julien. Du jeu. Voilà. Mais donc il y a une première question qui était un peu un constat. C'était évidemment l'idée, l'importance d'agir avec les publics dits exclus. Et en même temps, certaines personnes disaient c'est pas toujours facile de mobiliser. Il y avait la question notamment sur les sans-papiers où on l'a évoqué, une campagne super chouette et importante qui est mise en place. Mais en même temps, récolter les 150 000 signatures, c'est peut-être pas toujours facile. Donc c'est un peu pour avoir ton avis là-dessus. Et il y avait une autre question qui avait été posée, à mon avis qui faisait plutôt référence à la situation en Amérique du Sud, je pense. C'était sur la place des religions. Est-ce qu'il n'y avait pas des inquiétudes à avoir là-dessus, notamment dans certains mouvements populistes ou d'alliance avec l'extrême droite ? Voilà. Oui, bien entendu, je pensais au public exclu, certainement, mais je pensais de façon plus large aux minorités avec lesquelles nous avons une difficulté à travailler aujourd'hui. Je trouvais que le témoignage d'Adrien était assez porteur à ce niveau-là, dans l'optique à l'intérieur de laquelle il essaye de travailler. Donc, proposer des moyens d'auto-organisation. Je trouvais ça assez provoquant, dans la mesure où certaines expériences avec des groupes de minorités, par exemple culturelles, peuvent s'avérer intéressants si on accepte de jouer le jeu, d'être des vecteurs d'une auto-organisation. C'est un équilibre qui n'est pas simple à trouver, que par exemple la plateforme décoloniale essaye de mettre en place à Mons, parce que ça nous amène aussi à réapprendre nos modes d'action traditionnels.
Et donc, si certains publics ne sont pas mobilisables à l'intérieur des réseaux de nos organisations, c'est parce qu'il y a une étape préliminaire qu'il faut sans doute retravailler ensemble au niveau de nos méthodes d'action et d'interaction avec ces groupes. C'est parce que certains groupes sont moins demandeurs dans un premier temps d'affiliation à une action dont l'initiative est portée à l'extérieur d'eux, que demandeurs des moyens qui leur donnent des clés pour s'organiser et être actifs dans l'environnement social. C'est quand même intéressant quand vous regardez en France ce cri de désespoir autour du fait que ce soit des financements turcs ou des financements marocains ou des financements saoudiens qui aient réussi à pénétrer certains réseaux minoritaires. Mais pourquoi dans le fond? Pour précisément permettre à ces groupes de s'organiser. Et donc, où maintenant, on en est arrivé avec cette loi débile sur le séparatisme à aller à l'encontre de clubs de sport, aller à l'encontre de bibliothèques. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, un maillage social s'est fait, que l'État n'est pas parvenu à contrôler ni à supporter d'ailleurs, et que précisément la demande de ces groupes-là était bien liée à la co-construction de formes d'auto-organisation. Il me semble que nous avons une expertise qui serait effectivement transférable et négociable dans une pratique collective d'un nouveau genre. Pour les groupes religieux, donc c'est clair, hein, je ne vais pas revenir sur le très bel exposé, qui est un tour de force remarquable d'ailleurs, sur la situation globale en Amérique latine, mais dans toutes les circonstances, on retrouve effectivement le processus particulier, alors quand on est sur le continent américain et devant les financements états-uniens, on cible l'évangélisme. Il ne faut pas mettre tous les groupes évangéliques dans le même sac, évidemment, mais c'est clair qu'en Bolivie, c'est clair qu'au Chili, c'est clair qu'au Pérou, c'est clair qu'au Brésil, cet élément religieux qu'on a aussi longuement déconstruit aux États-Unis dans des études pointues, ont joué un rôle fondamental. Ce que j'essayais de montrer, c'est qu'ils sont un des vecteurs d'une réponse à une attente participationniste. Et quand j'utilise les termes délégation et participationnisme, ce n'est pas pour dire que ce sont en soi des processus néfastes, bien entendu, mais c'est pour montrer qu'à un moment donné, le populisme donne sa formule de la délégation, donne sa formule du participationnisme, va capter des publics qui ont été laissés à l'abandon et créer précisément ce que Dominique nous disait hier, créer du lien social. Là où effectivement des populations ont perdu confiance parce qu'elles n'ont plus accès à l'égalité et n'ont plus de liens sociaux. Merci. Anaïs. Donc bonjour, on va maintenant passer aux questions qui portent sur la deuxième étape que vous avez présentée, donc la crise des réformismes, avec deux premières questions. Une question donc qui est: qu'entendez-vous par réformisme? Donc on se doute que ça couvre toutes les mesures qui visent à maintenir le statu quo malgré les changements de société, mais est-ce que ça va au-delà de ça ou, voilà, est-ce que vous pourriez préciser? Et alors, plus précisément encore, sur une dimension du réformisme que vous avez évoquée, à savoir la biopolitique. Il y a eu des débats aussi un petit peu sur le chat. Donc, qu'entendez-vous par la biopolitique menée dans le cadre de ce réformisme? Est-ce que vous vous inspirez du concept de Michel Foucault ou est-ce que vous vous en distinguez et comment? Donc voilà, je pense que c'est des demandes de précision. Peut-être, Anaïs, je te ferai reprendre tantôt la deuxième question parce que comme j'étais plus concentré à répondre à la première, je n'ai pas tout capté sur la deuxième. Je voulais quand même donner, si vous voulez, une définition un peu technique et un peu précise du réformisme pour qu'on s'entende bien. Pour moi, là, je suis au niveau... Il a une double dimension. Sur le plan économique, il s'appuie toujours sur la théorie de l'agent principal, c'est-à-dire l'intérêt dominant permet, si on le sauvegarde,
des garanties par rapport à la redistribution de la richesse. Si je favorise l'investissement d'EDF dans le nucléaire, je garantis la possibilité à terme de pouvoir ménager une issue vers une économie éolienne durable. Mais donc, je continue à pactiser avec EDF. C'est le raisonnement prudentiel qui est optimal sur du court terme, en fait. Et donc, à tous les coups, c'est jackpot au niveau du raisonnement économique, puisque si on calcule en termes d'investissement à court terme, de toute façon, puisqu'on est parti du principe à l'agent, c'est difficile de ne pas avoir le résultat. Donc, il y a une pétition de principe, comme disent les logiciens. La deuxième matrice dans laquelle fonctionne toujours le réformisme, c'est ce qu'on appelle la politique des groupes d'intérêt. On est en plein dedans pour le moment. Donc, ça veut dire que en parallèle de ce qui constitue la démocratie formelle de représentation héritée du XIXe siècle, qui fonctionne comme elle peut, avec des déficits dans les modes de participation électorale, etc., où on se demande parfois si en tirant au hasard, ça n'irait pas mieux, mais de toute façon, ce n'est pas eux qui décident, il faut arrêter avec ça. La deuxième matrice, c'est donc ce qu'on appelle l'interest group politique, c'est-à-dire favoriser la capacité d'intéressement de différents lobbies à la prise de décision collective. Donc, quand on voit la gestion de la pandémie, on voit très rapidement comment, dans la deuxième vague, les mesures qui ont été prises sont une cascade de conséquences des différents lobbyismes qui ont des voies d'accès directes. Et donc là, dans ce cas-là, il y a démocratie directe, ne vous en faites pas. Il y a une démocratie directe du lobbyisme. C'est pas pour rien que Bruxelles est devenue la première place de lobbyisme au monde. Le réformisme, il fonctionne sur ces deux piliers, qui est soutenir l'intérêt des actionnaires majoritaires ou des principaux agents, c'est pas exactement la même chose, et deux, bypasser la démocratie de représentation lourde par une concertation privilégiée avec les lobbyistes. En fait, l'institutionnalisation de ce système-là de lobbyisme, c'est le G7 et le G20, c'est-à-dire un certain nombre de gens négocient des accords fondamentaux au niveau international sans jamais avoir été cooptés ou élus de quelque manière que ce soit par aucun représentant public, parce que je suppose que vous êtes quand même bien au courant que quand il y a une réunion du G7 et du G20, il n'y a pas que quelques représentants de l'État pour faire le guignol à la télévision, mais il y a bien d'autres personnes qui sont là pour accompagner les délégations qui n'ont aucun mandat démocratique. Lobbyisme, principal agent. Alors, Anaïs, si ça ne t'ennuie pas de revenir à... La deuxième partie de la question, donc, c'était qu'entendez-vous par biopolitique, donc, qui est menée, d'après vous, dans le cadre de ce réformisme, et est-ce que vous vous inspirez du concept de Michel Foucault, ou est-ce que vous vous en distinguez, et comment ? Oui, donc bien entendu, ici je faisais une allusion, je m'excuse, très rapide au concept qui a été mis en place par Michel Foucault à la fin des années 70 dans ses cours au Collège de France. Et pour résumer cette idée, c'est qu'on peut administrer les masses, donc la démographie sociale, on peut l'administrer à partir d'un calcul sur les corps. Et donc, la biopolitique, c'est tout ce qui va donner un contrôle sur la santé des corps à un État centralisé. Biopolitique, elle traduit un type de pouvoir sur les corps à travers l'administration. Alors, ça peut être, on a beaucoup réfléchi sur ça quand on a parlé du contrôle au faciès, quand on parle de l'usage qui est fait par l'informatique de l'empreinte digitale. Donc, à un moment donné, le corps humain devient un élément d'administration dans sa propre nature de corps. Et la biopolitique, au lieu d'être une politique de la voix, de la discussion, de l'échange intellectuel, de l'argumentation, elle bypasse cette interaction communicationnelle, comme on l'appelle, des êtres humains au profit
d'une pression, d'une action directe sur les corps. Et ici, on a été, avec la crise sanitaire, peut-être, comme philosophe, je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse avoir en taille réelle un laboratoire de biopolitique, jusqu'à imaginer des passes vaccinaux, par exemple, donc, qui est là précisément une administration biopolitique, puisque si on a injecté dans votre corps tel ou tel produit dont on ne sait pas trop l'efficacité d'ailleurs à terme, eh bien à ce moment-là, ça vous donne un certain nombre de droits. Donc c'est vraiment ce qui a été réalisé par un acte sur votre corps qui devient l'élément d'un droit. Je pense qu'on n'aurait même pas pu rêver ça comme Foucaldien dans les années 80. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, on a encore le temps pour un dernier tour de questions. Je repasse la parole à Julien. Oui. Donc il va y avoir quelques frustrations, comme tu te doutes, j'ai l'impression. Mais donc voilà, je vais essayer de synthétiser. Une des grosses questions qui est revenue, c'est par rapport à la place des deux grandes organisations sociales et la place qu'elles investissent, notamment dans les lieux de concertation et de consultation qui se situent quelque part dans le cadre du réformisme. Alors, voilà, quelle est la question, c'est comment potentiellement faire avec ce constat. En lien avec ça, il y a aussi le fait qu'on se retrouve dans différents lieux de pouvoir qui ne sont pas toujours radicaux, évidemment, et que ça peut potentiellement poser des questions. Et enfin, en terminant aussi, une dernière chose, là, ce n'est pas une question, je te rassure, mais c'est pour dire visiblement quelque chose qui est ressorti dans le chat notamment, c'était aussi le besoin de formation et d'outils pour travailler ces questions. Et donc, à mon avis, beaucoup de gens seront contents de pouvoir te revoir en vrai pour prolonger aussi le sujet. Voilà. Mon point fondamental par rapport au réformisme, comme je l'ai redéfini tout à l'heure, n'était pas, si je peux me permettre un terme un peu plus philosophique, n'était pas de désigner les grandes organisations sociales comme partie prenante d'un système qui, par essence, serait un système réformiste. Je pense que c'est déjà une manière par culture acquise de le concevoir comme étant un système réformiste, hein, puisque c'est quand même ce système-là qui a conduit à la tentative de démocratie du monde du travail la plus radicale, qui était les occupations d'usines, dans les années 70, la fameuse expérience icône en Belgique de Salik, qui était vraiment l'optique de l'autogestion. Donc je pense que ce serait une grande erreur prospectivement de lire la stratégie du pacte social comme étant une stratégie d'aboutissement. Évidemment, à partir du moment où on s'est institutionnalisé dans un syndicalisme de gestion du sous-emploi et de gestion de crise permanente et de maintien des acquis sociaux, peut-être que rétrospectivement, on a compris le pacte social comme étant un outil de réformisme. Ça, c'est une autre question. Mais je pense que prospectivement, l'idée fondamentale du point de vue d'un syndicalisme ouvrier fort, qu'on appelait d'ailleurs un syndicalisme de combat, le pacte social n'était qu'une étape par rapport à une transformation radicale de l'économie pour qu'elle devienne une économie démocratique contrôlée réellement par le pouvoir ouvrier. Donc ce n'est que rétrospectivement, et donc ce n'est pas une essence du pacte social. Donc moi je pense d'ailleurs que toutes les stratégies, c'était une sorte de réveil. Moi, j'étais tout à fait favorable aux stratégies de pacte des pensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'ultime réveil, c'était de revenir dans la machine à ce qui a constitué le point de départ d'une avancée démocratique, économique et sociale pour l'ensemble de la population. Et de dire, mais si vous voulez encore avancer avec nous, refaites au moins un pacte. Mais ce n'est pas nous qui ne voulons plus de pacte. Le pacte, il est refusé parce que précisément la cassure qui a été produite grâce au ralentissement qu'a permis son interprétation réformiste a fait qu'il n'y avait plus aucun intérêt à continuer dans l'illusion du pacte social. La NVA, d'ailleurs, est très claire là-dessus. Basta avec ces histoires-là. Donc, aujourd'hui,
question pour nous est de savoir, devant le type de sortie qui de toute façon se produira par rapport aux structures dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui fondamentalement engagés, comment nous le gérons avec notre base, avec les acteurs qui aujourd'hui restent des acteurs de première ligne. Pour moi, nos grandes organisations, elles existent encore aujourd'hui parce qu'elles ont une première ligne. C'est ce qui fait qu'elles ne sont pas strictement des parastatos. À partir de ce moment-là, elles ne sont pas exclusivement à comprendre comme des organisations réformistes, qu'elles soient dans le domaine de la santé ou qu'elles soient dans le domaine du travail. C'est simplement une question de management, si vous me permettez. Eh bien, merci beaucoup, Marc, notamment ces dernières remarques et précisions. Je pense qu'on pourra en faire un sujet de travail pour les semaines et les mois à venir. Et donc merci beaucoup, Marc, pour cette contribution super intéressante.